Scott Ritter, my dear friend, welcome here. Welcome on the show. As always, your time is so Scott much Ritter, mon cher appreciated. ami, je vous Before we souhaite la get bienvenue. to Bienvenue how dans near l'émission. to the end Comme toujours, votre is temps est très Ukraine apprécié. and Avant why d'aborder do la the question de savoir Americans si in the l'Ukraine West est not proche de la take fin et President pourquoi Putin les Américains seriously? A et couple of l'Occident questions, if I ne might, prennent about pas le Israel. président Poutine In au your sérieux. view, Permettez-moi de poser why quelques did questions sur Prime Minister Israël. Selon vous, Netanyahu pourquoi le Premier agree ministre to Netanyahou a a-t-il accepté ceasefire un with the cessez-le-feu avec le Hezbollah? Hezbollah? Il y a deux raisons. La première, c'est que l'armée israélienne l'exigeait. Il semble que les forces de défense israéliennes étaient épuisées par une année de combat. Elles étaient maintenant engagées dans une bataille au sud Liban qu'elles ne gagnaient pas. Le Hezbollah résistait férocement. Les Israéliens subissent des pertes. Le moral s'effondrait même au sein des unités d'élite, la brigade Goladi, la 7e brigade blindée. Les militaires israéliens se sont dit, nous sommes confrontés à une défaite stratégique, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu sur le front le plus dangereux, qui est le front avec le Hezbollah. Ils ont donc demandé aux États-Unis d'intervenir. Ils ont également profité du fait que le Hezbollah lui-même a subi des pertes sérieuses, des pertes de leadership. Et aussi que vous, je condamne de tout cœur les actions d'Israël en bombardant Beyrouth. Mais le fait est que cela a fonctionné en infligeant des pertes à la population libanaise. Elles ont fait pression sur le gouvernement libanais, dont le Hezbollah fait partie, une partie très importante, pour qu'il mette fin à ce conflit, pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Et le Hezbollah, parce qu'il n'est pas seulement un mouvement de résistance, mais aussi un parti politique. Sachant qu'il a été affaibli par la mort de son leader très influent et charismatique, Hassan Nasrallah, le Hezbollah ne pouvait pas se permettre de s'opposer à la volonté du Liban qui, avant ces dernières semaines, soutenait fermement le Hezbollah et ce qu'il faisait. Mais en raison des pertes et du fait que le Liban souffre économiquement, souffre de divisions politiques internes, le Hezbollah ne pouvait pas se permettre de défaire des décennies de succès politique et de se positionner en tant qu'acteur majeur de la politique libanaise, puis d'ignorer la volonté du peuple libanais. Ils ont donc profité du fait que le Hezbollah était également ouvert à l'idée d'un cessez-le-feu. Mais c'est surtout parce que Israël avait besoin de cette pause. Il n'était pas en mesure de poursuivre la lutte dans le sud du Liban. Un ancien ministre israélien de la Défense qui a travaillé avec Netanyahou au cours du week-end l'a accusé de crimes de guerre et a accusé l'armée israélienne de génocide. Des fissures commencent-elles à apparaître dans le front israélien publiquement uni? Oui, il s'agit de Moshe Yaalon, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, mais aussi, à un moment donné, chef d'Amman des services de renseignement militaires israéliens. C'est à ce moment-là que je l'ai connu. Je le connais personnellement, j'ai travaillé avec lui, je l'ai briefé à de nombreuses reprises. C'est un homme très sérieux. Ce n'est pas non plus une colombe. Il est faucon sur de nombreux sujets, mais il a examiné la manière dont Israël a répondu à ces défis et Israël n'a pas été à la hauteur de la tâche, en particulier l'armée israélienne. Et lorsque Moshe Yaalon dit qu'Israël commet des crimes de guerre, il est un faucon, cela signifie qu'Israël est allé bien au-delà de tout ce qui pourrait être toléré ou excusé en disant que ce n'est que la guerre. Cela signifie qu'il y a de sérieuses ruptures parce que Moshe Yaalon est quelqu'un qui a travaillé avec Benjamin Netanyahou dans le passé avec succès. Et donc ce n'est pas quelqu'un qui a une dent contre Netanyahou en soi. Il s'agit simplement d'un homme de bonne moralité qui dit les choses telles qu'il les voit. Et en ce moment, cela a dû être très difficile pour lui parce que, comme je l'ai dit, il est un faucon sur beaucoup de ces questions. Il n'a aucune sympathie par exemple pour le Hezbollah, le Hamas ou l'Iran. Mais il reconnaît les tactiques employées par l'armée israélienne, le comportement de l'armée israélienne est plus préjudiciable à Israël que tout ce que le Hamas, le Hezbollah ou l'Iran ont fait ou feront. C'est ainsi qu'Israël est détruit de l'intérieur. Et pensez-vous que d'autres sont susceptibles de voir le génocide de la même manière que l'ancien général Allon, l'ancien ministre de la Défense? Allons le voir.
Oui, je pense qu'il s'agit d'une reconnaissance croissante de la part des Israéliens qui sont obligés de regarder ce qui se passe en ce moment. Ils sont isolés sur le plan international comme ils ne l'ont jamais été. Et ils ne sont pas habitués à cela. Ils ne sont pas habitués à un tel isolement international. Cet isolement, combiné aux effets de cet isolement, à la dévastation économique, au manque de tourisme, oblige les gens à réexaminer leurs croyances et à se demander où ils sont et comment ils en sont arrivés là. Et je pense que de plus en plus d'Israéliens se rendent compte que ce n'est pas une bonne voie pour eux. Je ne sais pas combien de généraux israéliens j'ai entendu un ancien politicien dire qu'Israël est mortellement blessé. Fatalement signifie mort, monsieur le juge. Et lorsque vous avez des généraux israéliens qui disent « Non, non, nous sommes sur la voie de l'extinction en tant que nation, en tant que peuple, non pas parce que le monde veut nous tuer, mais parce que nous nous tuons nous-mêmes, nous nous infligeons cela à nous-mêmes. » Je pense que de nombreux Israéliens reconnaissent de plus en plus que nous sommes sur une voie très dangereuse. Et si nous ne changeons pas ce que nous faisons, cela pourrait très bien être l'issue qui nous attend. Je pense donc que les Israéliens sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que quelque chose ne va pas du tout dans la façon dont Israël interagit avec le monde et avec lui-même aujourd'hui. Il y a à peine une heure, le président élu Trump, je lis cela maintenant, c'est un journal de Floride, a lancé un avertissement grave et fort aux militants du Moyen-Orient qui détiennent des otages, en disant que s'ils ne sont pas libérés d'ici le 20 janvier 2025, ils seront tenus de payer. De quoi parle-t-il? Les Israéliens qui détiennent des dizaines de milliers de Palestiniens en otage et les torturent. Parce que les Israéliens sont des militants, après tout. Il s'agit d'un gouvernement radical, d'un gouvernement sioniste qui a commis un génocide contre la population de Gaza et emprisonné des dizaines de milliers de Palestiniens. J'aimerais croire qu'ils parlent de leur demander des comptes et qu'il y aura un enfer à payer, mais ce n'est pas le cas. Ils parlent de la volonté des États-Unis d'entrer en guerre parce que le Hamas continue de retenir une centaine d'Israéliens en otage, prisonniers. Écoutez, je ne soutiens pas les prises d'otages et je ne considère pas, même si beaucoup de ces personnes détenues sont des militaires, qu'elles ne sont pas des prisonniers de guerre, parce que pour être prisonnier de guerre, il faut être traité comme un prisonnier de guerre. Ils seront traités comme des otages, ils sont retenus comme otages pour servir de levier. Je suis contre, et j'aimerais qu'ils soient libérés. Mais rien ne se passe dans le vide. L'une des choses que le Hamas a dites, c'est que nous libérerons nos otages quand vous libérerez les vôtres. Et Israël refuse de le faire. Mais plus important encore, qu'est-ce que Trump pense pouvoir apporter de plus au peuple palestinien? Je veux dire que les Israéliens ont déjà largué la quasi-totalité des bombes de 2000 livres de notre inventaire. Nous allons en larguer davantage. Nous allons faire trembler un peu plus ces décombres. Le Hezbollah a été bombardé jusqu'à l'enfer et soutenu par Israël à l'aide d'avions américains et de bombes américaines. Nous allons le faire trembler un peu plus. Les Houthis ont absorbé la puissance aérienne que nous avons à livrer et ils continuent à résister. Je ne pense pas que Trump comprenne cela, il a été élu sur une plateforme de paix. Il est censé être le type qui ne nous a jamais entraînés dans une grande guerre lors de son premier mandat et qui allait nous éviter une grande guerre. Et pourtant il promet de nous impliquer dans l'une des régions les plus compliquées de la planète pour que vous sachiez que l'enfer sera payé. Avec quoi? De manière pacifique? Non. Il parle de faire la guerre dans une région où la guerre n'a jamais résolu aucun de ses problèmes. C'est la déclaration la plus ignorante qu'un homme puisse faire, et il est dommage qu'il la fasse parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'il prétendait défendre lorsqu'il s'est présenté aux élections. Que fait Israël au milieu de la guerre civile syrienne, Scott? Comme je l'ai déjà dit, monsieur le juge, Israël est désespéré en ce moment. Ils se sont fait botter les fesses par le Hezbollah. Ils ont dû appeler à un cessez-le-feu, et ils ont vu une situation où la perception était que la Syrie était un fruit à cueillir, et que si l'on s'y prenait bien, on pourrait éliminer la Syrie de l'équation, éliminer Assad de l'équation, et ainsi briser le lien entre l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, qui avait des armes iraniennes qui circulaient.
Le Hezbollah était considéré comme lié à la volonté du peuple libanais et l'Iran ne cherchait manifestement pas un conflit plus large, de sorte que l'on avait le sentiment que cette action pouvait jouer. Je pense qu'il s'agit d'une question importante, car tout le monde parle de la Turquie qui tire les ficelles. C'est Israël qui l'a fait. La Turquie avait une opération prévue pour le mois de mars. C'était le plan turc. Israël a dit non, nous devons agir maintenant, parce qu'en mars, il y aura un nouveau président. Il pourrait arriver et bouleverser les choses. Toutes ces pièces ne vont pas jouer. Nous devons agir maintenant, et c'est Israël qui veut se souvenir qu'Israël a été impliqué dans le téléavertisseur. Le beeper se déclenche parmi les militaires syriens. Ils l'ont planifié. Ils ont exécuté le timing. Ils sont clairement impliqués. Israël est derrière les services de renseignement turcs et presque tout ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en Azerbaïdjan, ce qu'ils ont fait au Kurdistan et ce qu'ils ont fait dans le nord de la Syrie. Israël est la main cachée ici, et Israël voulait cette offensive. Il espérait que l'offensive serait couronnée de succès. Il semble qu'elle soit bloquée, et c'est pourquoi, alors qu'Israël a demandé un cessez-le-feu avec le Liban, ou avec le Hezbollah parce qu'ils sont épuisés, cela montre soudain à quel point ils sont désespérés. Ils parlent d'ouvrir un front sud contre la Syrie pour attirer les renforts parce qu'ils ne peuvent pas se permettre que cette stratégie échoue. Si cette stratégie échoue, elle renforcera l'axe Hezbollah-Syrie-Iran, soutenu par la Russie. La Turquie peut-elle se permettre d'affronter les Russes? La Turquie peut-elle se permettre de le faire? Qu'adviendra-t-il de la candidature de la Turquie à l'adhésion aux BRICS? Pour l'instant, je dirais que cette demande, si elle n'est pas dans la poubelle, a été mise au fond du tiroir. La Russie ne va pas encore envisager une adhésion de la Turquie aux BRICS. La Turquie va devoir rétablir de nombreuses relations. La Russie est une nation très compétente. Elle peut marcher et mâcher du chewing-gum, mais elle est actuellement immobilisée en Ukraine. Ce n'est pas un mauvais calcul que la Russie ne soit pas aussi libre aujourd'hui de répondre aux escalades dans la région, qu'elle l'était par exemple en 2015, 16, 17 et jusqu'en 2022. Aujourd'hui, elle est impliquée dans un conflit majeur en Europe, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'OTAN et les États-Unis. Un conflit qui pourrait déboucher sur une guerre nucléaire. Bien que la Russie ne soit pas, je ne dirais pas qu'elle est distraite, ce qui signifie qu'elle n'est pas capable de réagir, il est clair qu'elle peut réagir, mais elle ne disposera pas des ressources nécessaires pour réagir de manière aussi décisive qu'elle le souhaiterait peut-être. Je pense que c'est l'un des calculs qu'Israël et la Turquie ont pris en compte lorsqu'ils ont donné le feu vert à cette attaque, à savoir que la Russie, selon eux, ne serait pas en mesure de répondre de manière décisive. Je pense que l'armée de l'air russe a prouvé le contraire. L'Occident et l'Ukraine ont-ils enfin peur de la Russie à cause d'Oreshnik? Ou n'ont-ils pas perçu sa létalité? Question difficile, monsieur le juge. Tout d'abord, disons les choses comme elles sont. Ils craignent l'armée russe. L'Ukraine sait ce qui se passe sur le champ de bataille en ce moment. Elle est désespérée. Ce désespoir a conduit l'administration Biden à commettre un acte désespéré, à savoir déclencher littéralement une guerre nucléaire avec la Russie en donnant le feu vert à l'utilisation de missiles d'attaque contre le sol russe. C'est pourquoi la Russie a tiré l'Arachnik, mais avant cela, Dmitri Peskov a dit « Écoutez, nous avons une nouvelle doctrine nucléaire que nous venons de publier et vous avez déjà franchi la ligne rouge. Si nous voulions vous atomiser, nous pourrions le faire dès maintenant en toute légalité, parce que vous avez fait ce que notre doctrine vous interdit de faire. Cessez donc de le faire, s'il vous plaît. » Oreshnik a été tiré afin de contraindre les États-Unis à retirer leur autorisation. Quand on écoute Vladimir Poutine parler d'Arachnik, il a du mal à dissimuler son sourire, rappelant celui du chat du Cheshire. Il semble tellement satisfait de l'intégration de cette arme dans l'armée, affichant une certaine arrogance. Cependant, il est aussi essentiel de considérer la position de l'Ukraine à l'ouest, et de se demander si cette situation est le résultat d'une stratégie délibérée, ou si elle révèle que l'arme n'était peut-être pas aussi impressionnante que les Russes le prétendent. Malgré tout, les attaques n'ont pas cessé.
La Russie a même déclaré « Nous devrons peut-être vous frapper à nouveau avec Arachnik, mais cette fois-ci avec 2 ou 3 missiles. Nous les avons, et nous sommes prêts à les tirer. » Il s'agit d'une escalade dangereuse, et l'on peut se demander si l'Occident se trompe lui-même. Peut-être qu'Oreshnik est très efficace, mais l'administration Biden a fait le pari de faire tellement de nœuds à ce conflit que Trump ne pourra pas le défaire quand il prendra ses fonctions, et la clé de cela est l'utilisation continue des attaques de missiles. C'est une situation très dangereuse, et je pense que l'administration Biden se trompe lourdement dans ses calculs, car quoi qu'Oreshnik ait fait ou n'ait pas fait, le fait est que les Russes ont tiré un missile de portée intermédiaire au combat pour la première fois dans l'histoire, et que la Russie est prête à continuer à le faire, ce qui constitue une escalade très dangereuse, surtout s'ils commencent à choisir des cibles en dehors des frontières de l'Ukraine. Voici les commentaires du président Poutine, auxquels il a fait référence. C'est assez bref, mais aussi clair que possible. La nuit dernière, nous avons mené une frappe globale en utilisant 90 missiles de classe similaire et une centaine de drones. 17 cibles ont été touchées. Il s'agissait d'installations militaires, d'installations de l'industrie de la défense et de leur système de soutien. Je le répète une fois de plus, ces frappes ont eu lieu en réponse aux frappes continues de missiles d'attaque américains sur le territoire russe. Comme je l'ai dit à maintes reprises, il y aura toujours une réponse de notre part. Je répète que ces attaques ont eu lieu en réponse à l'utilisation de missiles américains pour attaquer l'intérieur de la Russie et que nous répondrons toujours. Le département d'État, l'aile ouest, oublions Joe Biden, Donald Trump ne comprennent-ils pas cela? C'est pourquoi j'organise un événement le 7 décembre car nous avons besoin que le Congrès se mobilise et obtienne gain de cause. Nous avons besoin que Donald Trump soit mobilisé et qu'il comprenne. Nous devons mettre fin à cette folie. Ce que Poutine a fait, c'est qu'au lieu de frapper à nouveau l'Ukraine, avec un Rechnik, il est venu et a détruit des infrastructures critiques, y compris des installations de production d'énergie. Cette attaque n'est pas de mon ressort, mais de celui de tous les analystes. Au moins 5 millions d'Ukrainiens vont fuir l'Ukraine très bientôt, parce qu'ils ne peuvent pas survivre, parce qu'il n'y a pas de chaleur, et qu'il n'y aura pas de chaleur. Ils vont fuir vers l'Europe, c'est une crise des réfugiés qui est en train de se produire. Si Poutine mène une attaque similaire de cette nature en utilisant les armes qu'il vient de décrire, les Kalabr, les Kinsal et autres, il y en aura 5 millions de plus. Cela fait 10 millions. C'est presque la moitié de la population actuelle de l'Ukraine qui est obligée de fuir parce qu'elle ne peut pas survivre en Ukraine pendant l'hiver. C'est ce à quoi aboutit cette stupide tentative d'attaque. Les personnes qui prétendent que nous voulons les aider sont contraintes de fuir pour sauver leur vie dans une Europe qui n'est pas prête à les accueillir. Ils vont donc souffrir quoi qu'il arrive. C'est avant que Poutine ne dise que nous allons introduire un Russianic 2.0. Je ne pense pas que Biden soit conseillé judicieusement parce que, et nous en avons déjà parlé, la Maison-Blanche et le Conseil de sécurité nationale, la CIA et le département d'État manquent d'experts en matière de Russie. Il n'y a plus de véritables experts russes. Il y a des chuchoteurs de Poutine, des haineux de Poutine, des gens qui se contentent de dire Poutine, 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 tout et n'importe quoi. Ils ne comprennent pas la Russie et ne sont donc pas en mesure de comprendre ce qui motive la Russie, ce qui la définit et comment elle va se comporter. Au lieu de cela, ils ont adopté la notion simpliste selon laquelle la Russie bluffe et qu'elle utilisera des missiles d'attaque, quelles que soient les conséquences, parce qu'en fin de compte, la Russie n'utilisera pas d'armes nucléaires. C'est une chose très dangereuse que la communauté du renseignement, le renseignement des États-Unis, parce que la CIA a sorti et publié une série d'évaluations et arrive toujours à la même chose. La Russie n'utilisera pas d'armes nucléaires, mais c'est la même maison Russie qui nous a donné la collusion russe en 2016, où c'était un mensonge. C'est la même chose. Est-ce que cette foule qui conseille et fait effectivement la politique étrangère américaine est d'accord avec l'amiral Buchanan qu'une guerre nucléaire peut être menée et gagnée? Sont-ils complètement délirants quand il s'agit de la puissance des armes nucléaires? N'oubliez pas qu'il s'agit de l'administration qui, en 2021 et je crois au début de 2022,
a réuni les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et a réitéré une position qui avait commencé sous Ronald Reagan, à savoir que les guerres nucléaires ne peuvent pas être gagnées et qu'il ne faut donc jamais les mener. Buchanan l'a d'ailleurs dit lorsqu'il s'est adressé au CSIS la semaine dernière. Vous savez, nous comprenons que les guerres nucléaires ne peuvent pas être gagnées et qu'elles ne devraient donc jamais être menées, mais il se retourne ensuite pour dire que nous sommes prêts à avoir un échange nucléaire avec la Russie où nous l'emporterons. Je veux dire que le décalage est irréel, mais c'est ce que la politique lui impose de dire, c'est la motivation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons nous débarrasser des armes nucléaires. Parce que la posture, la politique, dit que nous devons être prêts à utiliser des armes nucléaires pour atteindre un résultat favorable aux États-Unis. Mais, si nous commençons par dire que, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas nous débarrasser des armes nucléaires, nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos armes nucléaires, si nous commençons par dire que, quoi que nous fassions, nous allons perdre, comment pouvons-nous obtenir une issue favorable? Alors, pourquoi planifions-nous une guerre nucléaire que nous ne pouvons pas gagner, mais que nous allons revendiquer, que nous allons gagner, mais que nous allons perdre, que tout le monde va mourir? Les armes nucléaires sont insensées, mesdames et messieurs, nous devons nous en débarrasser. Vous avez parlé plus tôt d'un hiver froid en Ukraine. À quel point l'armée est-elle dégradée? À quel point la société ukrainienne est-elle dégradée? Combien de temps cela va-t-il encore durer? Eh bien, l'armée s'effondre en ce moment même. Je veux dire par là que c'est l'effondrement tant attendu et qu'il se produit de manière accélérée. Les Ukrainiens commencent à se rendre en nombre inégalé depuis le début de la guerre. Les conditions sur le champ de bataille sont telles que même les généraux ukrainiens disent que c'est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas soigner nos blessés, nous ne pouvons pas les évacuer, nous ne pouvons pas les remplacer. Les troupes sur la ligne de front sont épuisées, elles meurent, se rendent ou battent en retraite. 60 000 déserteurs depuis le début de l'année, 60 000 déserteurs. Les militaires sont à court d'hommes, à court d'équipement, à court d'endurance, à court de tout, et finalement, ce sera l'effondrement total et le retrait rapide. Sur le plan social, comme je viens de le dire, 90% des Ukrainiens sont épuisés. La production d'énergie non nucléaire a été éliminée, elle ne sera pas réparée, elle a disparu. Tout ce qui restait a été touché, ce qui signifie que 5 millions d'Ukrainiens vont rejoindre le chemin des réfugiés et qu'il pourrait être 5 millions de plus. La société est en train de disparaître, de s'effacer littéralement, parce que la vie en Ukraine n'est pas viable, ce qui entraîne des conséquences politiques. Le président ukrainien, vous savez, le président Zelensky, a récemment fait l'objet d'un sondage. Plus de 60% de la population a déclaré que s'il y avait de nouvelles élections, il ne voulait pas qu'il se présente. Ce type est passé d'un président très populaire en temps de guerre à un président dont 60% de la population en a assez. C'est un mauvais chiffre pour Zelensky. Et maintenant, il se retrouve dans une situation impossible, où il sait qu'il doit trouver une solution. Je veux dire par là qu'il dit maintenant qu'il va renoncer temporairement au contrôle de ses territoires, alors qu'avant il disait qu'il ne l'envisagerait jamais. Il n'a pas le choix. Ces politiques sont irréalistes et ne se produiront pas. Mais vous voyez la direction qu'il prend. Il commence à se rendre à l'évidence, parce que la réalité, c'est que l'Ukraine est finie. Scott, que dire de votre rassemblement de ce samedi 7 décembre? Ce n'est pas une situation banale dans laquelle nous nous trouvons. De nombreuses personnes, américaines et russes, disent que la situation actuelle est plus dangereuse que la crise des missiles de Cuba et l'une des raisons est qu'il n'y a pas de dialogue entre la Russie et les États-Unis, pas d'interaction diplomatique. La crise des missiles de Cuba a été résolue par la diplomatie. Aujourd'hui, il n'y a pas de diplomatie et il faut faire quelque chose, sinon il y aura une guerre nucléaire. Pour ce faire, nous devons faire pression sur le Congrès pour qu'il prenne des mesures, qu'il s'agisse d'une audition, d'une demande en vertu de la loi sur les pouvoirs de guerre ou autre, et nous devons mobiliser Trump.
Il n'a plus de politique pour éviter la guerre nucléaire, et pourtant il est réduit au silence en grande partie en ce moment. Nous avons besoin de sa voix. Il y aura donc 3 panels. Le premier panel que nous allons organiser, nous devions faire un événement en plein air, mais le temps a conspiré contre nous, et il était difficile d'obtenir des permis, et je ne veux pas avoir des températures de 27 degrés et 30 personnes agitant une banderole, alors que j'ai tous ces excellents conférenciers en train de faire. Theodore Postel, Mel Goodman, analyste de la CIA, vont parler de la « Je me rendrai au Congrès le 5 » pour rencontrer les membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, afin de discuter de ce qui peut être fait pour que la Commission des Affaires étrangères fasse pression sur l'administration Biden pour qu'elle mette fin à ces attaques, et nous parlerons donc de la constitutionnalité de ce que fait Biden et de ce que le Congrès peut faire. Nous aurons un panel qui discutera de la constitutionnalité de ce que fait Biden et de ce que le Congrès peut faire. Le troisième panel se concentrera sur le rôle que Trump devrait jouer, comment faire pression sur Trump, comment mobiliser MAGA pour qu'il s'adresse à Trump et qu'il s'engage à. Je pense que si nous pouvons trouver un moyen de dire aux Russes, écoutez, même si nous ne pouvons pas obtenir de Biden qu'il arrête les attaques contre lui, si Trump sort et dit que nous ne ferons pas d'attaque contre lui quand je serai président, les Russes pourraient dire, ok, alors nous allons faire avec. Vous savez, nous n'allons pas escalader avec les Russes et tout ça. Mais si Trump reste silencieux ou pire, comme ce qui s'est passé, reste silencieux ou pire comme ce qui s'est passé, son conseiller à la sécurité nationale vient à la télévision et dit « J'ai parlé avec Jake Sullivan et il n'y a pas de distance entre Biden et nous sur ce qui se passe. Bien cela dit aux Russes que ce que Biden fait va continuer sous Trump et cela signifie que les Russes doivent prendre des mesures maintenant plutôt que plus tard. » Ce commentaire qu'il a fait il y a à peine 2 heures me rappelle celui que Sébastien Gorka a fait la semaine dernière et pour lequel il a été vertement critiqué. Si les Russes ne s'assoient pas à la table des négociations avec nous et avec le président Zelensky, l'aide que nous avons apportée à l'Ukraine paraîtra dérisoire par rapport à celle que nous lui accorderons lors de la prochaine série de négociations. Et Keith Kellogg est encore pire, c'est un homme qui ne connaît rien à la Russie, et pourtant, il lance des idées irrationnelles et fantaisistes sur le gel des lignes de combat, y compris le fait de laisser les troupes ukrainiennes à Koursk, ce qui n'arrivera jamais. Ne comprend-il pas que la Russie ne perd pas cette guerre? Et c'est ce que Donald Trump doit comprendre. Trump doit comprendre qu'il a besoin de gens qui l'informent, que non seulement la Russie est en train de gagner cette guerre, mais qu'elle l'a gagnée, et qu'il n'y a rien que nous puissions faire, à part une guerre nucléaire qui tuerait tout le monde, pour arrêter ce résultat. Alors tout ce que vous ferez, c'est aggraver les choses en adoptant ces politiques ridicules décrites par Gorka, Waltz et Kellogg. Vous devez en fait faire appel à quelqu'un qui puisse vous expliquer ce qu'il faut faire pour stabiliser les relations avec la Russie, et un aspect clé de cela est le contrôle des armes. Vous savez, pas une seule fois. Trump n'a parlé de contrôle des armes pas une seule fois. Trump n'a pris la responsabilité de sortir du traité INF, qui a permis à la Russie de construire le missile Ereshnik, et il y a un événement suivant, le 8 décembre au Buzz Boys and Poets, et je vais. Il s'agit de mes mémoires et de l'histoire du traité FNI, du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, de la manière dont nous avons réussi à nous débarrasser de ces armes, et je postule également comme un modèle d'espoir. Ce que nous pourrions faire à l'avenir pour résoudre la situation dans laquelle nous nous trouvons, et Larry Wilkerson sera le modérateur et dirigera la discussion. Je pense que c'est une discussion importante que nous devons avoir par rapport à tout cela. Vous savez, arrêter l'attaque via le missile, arrête la pression immédiate pour la guerre nucléaire, mais à long terme, nous allons avoir besoin de contrôle des armes, nous allons avoir besoin de désarmement pour l'instant, personne ne parle de cela. Permettez-moi de vous dire que j'ai participé avec plaisir à plusieurs événements organisés avec la précision du corps des marines, et qu'ils sont terriblement instructifs et stimulants, et que les orateurs, que je connais et admire tous, sont d'un courage à toute épreuve. Scott. Bonne chance à vous. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.